4. Nous sommes toujours dans notre cours sur l'analyse économique de la mise en conformité d'une organisation suivant un référentiel privé. Nous allons toujours respecter les consignes que nous nous sommes données en début de formation, qui consistait à respecter les horaires, 9h, 11h. À suivre les règles de prise de parole, à couper le micro lorsque nous n'avons pas la parole et être dans une salle calme pour travailler. Aujourd'hui, comme activité brise-glace, nous allons répondre à cette question. Que feriez-vous si vous gagnez au loto? Ou qu'avez-vous réalisé qui vous a rendu vraiment fier? Sibiri? Aujourd'hui, je commence par Sibiri. Tiwa n'est pas encore arrivé. C'est vrai, souvent, étant le cobaye, souvent on passe à côté ou souvent on réussit. Qu'avez-vous Voilà, à on réaliser? suppose que tu as réussi. Que feriez-vous si vous gagnez au loto? Ou qu'avez-vous réalisé qui vous a rendu vraiment fier? Oh. Alors, ça serait la question. Que feriez-vous si vous gagnez au loto? Euh, alors, ce qui me vient pratiquement en tête, c'est comment dirais-je, le renforcement de l'activité que je mène. Voilà, pour encore plus, pour pouvoir mener plus d'impact sur les activités et sur les résultats de mon travail sur le terrain, à savoir donc, comment dirais-je, les matériels de formation, de transformation pour aller dans un cadre beaucoup plus évolué dans ces cadres-là. Voilà, donc, en tout cas, c'est ce qui me vient en tête comme élément pour pouvoir donc renforcer euh, mon, mon, mon travail que je mène sur le terrain. Voilà. Oui, merci. Ouais, Aliou? merci. Ok. Bah pour moi, je sais pas, déjà, que feriez-vous si vous gagnez au loto? Moi, je pense que je vais mettre cet argent-là euh, à la disposition des plus démunis, en fait. Je vais aider les gens. Parce que c'est l'argent gagné, quoi. Pour moi, l'argent gagné au loto, il y en a des gens qui en auront plus besoin que moi, en fait. Voilà. Par pur altruisme, donc et par principe, je vais donner ça à des gens qui en ont plus besoin que moi. Puisque j'ai la capacité quand même de subvenir à mes besoins, donc je pense que je vais me faire avec ça. Voilà. Maintenant, voilà. Je serais fier en même temps de ça, hein. Pour répondre à la D'accord. question. OK. D'accord. Nelly, Oui, que bonjour. feriez-vous si vous gagnez au loto? Cette question-là est compliquée, hein. Si je gagne au loto, première chose, je me fais une très bonne sortie d'abord. Et je fais une très bonne shopping avant qu'elle commence à réfléchir ce qui va se passer après. D'accord. Ce sera ta priorité d'abord? Oui, oui, je me fais d'abord une très plaisir, une sortie spéciale pour moi seule. Vous savez dire, ah, je ne sais pas. Déjà que dans mes sens, d'abord bien à l'aise et maintenant, elle commence à réfléchir à quel projet mettre en place. D'accord, bien noté. OK, d'accord, donc nous allons poursuivre. Bon, on s'était promis de faire la correction de l'étude de 4.3, mais la question c'est qui a essayé de finaliser ou qui a finalisé? Personne?
Qui veut présenter ce qu'il a fait, même s'il n'a pas fini? Nelly? Sibiri? Aliou? Euh, Qui veut s'essayer? Juste présenter ce qu'il a fait. Moi, ça va m'être difficile ce matin parce que bon, je viens juste de télécharger le fichier Excel. D'accord. Mm. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir un peu la procédure de chacun, en fait. Oh, ouais, ouais. On va discuter plutôt la procédure. Ou si vous voulez, on continue le cours. Et puis, ça Oui, vous laisse le temps de le finir. Et on le présentera rapidement la semaine, le mardi. le mardi. Ouais. Parce qu'il serait intéressant pour nous de voir un peu la démarche adoptée. Sinon, on peut bien le corriger, mais ça ne serait pas, je me dis, Non, ça ne serait pas productif. voilà, ça ne serait pas productif. C'est mieux de vous laisser réfléchir et puis voir la Ouais, démarche. Et si vous ouais. voulez, mardi, on va se prendre un peu de temps pour le D'accord. parcourir. Ce qui voudra dire que, en plus de l'exercice 3, vous devez finir aussi l'étude de K4. OK. Ça fait beaucoup d'exercices. Claude, commentaire? En tout cas, l'exercice 3 est celui de mémoire hein, pour la session qui était avant. C'est l'exercice où tous les experts étaient contents d'avoir traité. Donc, c'est un peu le cœur, on va dire, le cœur de cette formation. La proposition que Fugien vient de faire, c'est la même qu'on a adoptée pour la première session. On les a laissé plus de temps et on a corrigé l'exercice 3 et 4. Le 4 n'est qu'une synthèse de tout ce qu'on a fait jusqu'ici, il faut le préciser. Donc, c'est vraiment pour asseoir tous les échanges, tous les acquis qu'il y a eu sur les 3 premiers modules. Le 4 va permettre de faire tout le lien. Donc, ça sera comme une sorte de révision. Quand on dit 4 là, c'est pas comme si on va découvrir de nouvelles choses. Mais pour nous, c'est ici même que tout le parcours de formation en termes de réflexion, comme vous avez dit, c'est des prises de décision. C'est sur cet exercice que l'essentiel des éléments qu'on souhaite que vous puissiez acquérir sont mis en exergue. Donc, je rejoins Fugien sur la proposition de peut-être continuer avec le module 4, on l'introduit, et que vous preniez le temps de faire cet exercice, qu'on puisse le corriger peut-être en souhaitant que tout le monde soit sur pied mardi. Ce sera aussi intéressant pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui faute de maladie, qu'on puisse regarder tous ensemble. Donc voilà un peu mon commentaire sur la proposition. D'accord. D'accord, donc nous allons poursuivre. Tout en espérant que les dieux de la technologie seront avec moi. OK. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le module 4 sur l'analyse de scénarios et application de diagnostic. Comme objectif, à la fin de cette session, les participants devront être capables d'appliquer l'analyse de scénario et l'appliquer dans un contexte différent. Identifier les goulots d'étranglement qui peuvent être rencontrés au cours de la planification. Discuter des mesures qui peuvent être prises pour atténuer les risques et les incertitudes identifiées dans leurs entreprises. Appliquer des stratégies de gestion des risques dans les situations professionnelles. Donc ici, nous allons voir déjà la signification de l'analyse du diagnostic, du scénario. On dit quelles sont les questions clés à se poser avant d'investir dans une certification. Donc, généralement, quand on décide ou quand une entreprise décide de s'engager dans une certification, pour circonscrire un peu, nous travaillons beaucoup plus avec les entreprises agroalimentaires. Elle va se poser des questions. Parce que l'entreprise ne se lève pas du jour au lendemain pour dire, bon, je vais faire HACCP ou je veux faire Global Gap parce que, bon, le nom me plaît. Naturellement,
elle le fait conformément aux exigences du marché sur lequel elle veut vendre. Elle va le faire conformément aux exigences peut-être de son premier client ou de son client principal ou de ses clients. Et donc, derrière, l'entreprise va se poser des questions, à savoir quel certificat adopter. Et donc, pour une entreprise qui veut faire de l'export et qui aspire à vendre avec Global Gap, on ne va pas aller faire HACCP, naturellement. Donc, l'entreprise doit se poser des questions, à savoir quelle est la certification qu'elle va adopter. Pourquoi envisager cette certification particulière? Pourquoi ne pas faire, par exemple, BRC, pourquoi ne pas faire ISO et décider de faire Global Gap? Ai-je les ressources? Vous avez vu que dans les études de cas, surtout au niveau de l'étude de cas 1 et 2, dans le travail du consultant qui servait à faire le diagnostic de l'entreprise, le diagnostic lié conformément à Global Gap de l'entreprise, vous avez vu qu'il a décelé il a fait plusieurs constats. Et entre autres constats, il y avait les bâtiments qu'il fallait construire, il y avait le personnel qu'il fallait former, il y avait tout le système documentaire qu'il fallait mettre en place. Et donc, l'entreprise va se poser la question de savoir, est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour pouvoir me conformer aux exigences de ce certificat? Et donc là, elle va se poser la question de savoir, ai-je les ressources nécessaires pour investir dans cette certification particulière? Et lorsque nous avons fait, je crois, l'étude du cas 2, non, l'étude de cas numéro 1, vous avez vu qu'on a énuméré un certain nombre d'éléments à mettre en œuvre. Et donc, derrière, et à la fin, quand on a fait l'étude de cas 2 sur la budgétisation, on avait vu le budget précédent. Par la suite, on avait demandé de planifier le budget pour l'année en cours ou pour la campagne en cours. Et donc, sur ce budget, on a fait quoi? On a budgétisé tous les investissements nécessaires pour se conformer à la certification, qui étaient des coûts supplémentaires qu'il fallait ajouter au budget. Et donc, derrière, la certification a un coût. Et donc, l'entreprise aussi, dans ces questionnements, devrait prendre également ces coûts-là en compte. Sinon, après, malheureusement, c'est ce que nous voyons ici avec plusieurs entreprises, même ici au pays, plusieurs entreprises qui s'engagent dans la certification simplement parce que ils veulent avoir un marché, mais derrière, ne se posent pas la question sur leur capacité financière à pouvoir mettre en place toutes les actions qui puissent leur permettre d'avoir le certificat qu'ils recherchent. Et malheureusement, beaucoup jettent l'éponge, d'autres se font certifier, mais n'ont pas de marché, et d'autres, par contre, qui ont un marché, mais qui ne leur permet pas après un retour sur investissement. Et donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Que vais-je gagner? Donc, l'entreprise également doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle va gagner. Elle va gagner de nouveaux marchés. Est-ce qu'elle va augmenter ses ventes? Elle cherche à agir sur sa réputation si j'investis dans cette certification. Donc, l'entreprise également va se poser ces questions-là liées au marché, liées à sa réputation, éventuellement derrière à sa rentabilité. Ma décision sera-t-elle couronnée de succès? On a des référentiels où tu peux faire le score 0. Hein. On a certains référentiels où quand on vient te faire l'audit, quand on score, il y a des points de conformité pour lesquels tu dois être conforme. Sinon, tu as juste un statut d'audité et pas de certifié. Et donc, ce sont des questions clés qu'il faut se poser. Est-ce que le certificat que je compte faire à la fin, est-ce que ce certificat, je l'aurai? Et donc, ça va ramener encore aux questions sur la capacité interne de l'entreprise à pouvoir se conformer aux exigences. Donc, pour obtenir un bon résultat de toutes ces questions posées ou des différents scénarios que l'entreprise va mettre en œuvre, il est recommandé de suivre les 6 étapes clés. La première étape, il s'agira de définir les enjeux. Commencez par définir les problèmes et les décisions que vous devez prendre.
Donc, en interne, quels sont les enjeux? C'est vrai que nous voulons nous engager dans la certification Global Gap, mais quels sont les enjeux pour l'entreprise? En deux, recueillir les données et identifier les facteurs clés, les tendances et les incertitudes susceptibles d'affecter le plan. Il peut s'agir de facteurs externes ou internes. Dans le cas ici de la mangue, pour pouvoir vendre ou pour pouvoir exporter vers l'Union européenne, déjà en décembre, l'entreprise va s'inscrire auprès du ministère de l'Agriculture. Elle va s'inscrire, on lui donne un numéro, et là, c'est clair que sur cette chaîne de valeur, cette entité administrative là va agir, cette entité externe là va agir sur l'activité de l'entreprise, parce que certaines entreprises oublient, ou les nouvelles entreprises oublient de se faire enregistrer, parce que c'est une décision qui est née depuis 2015 suite aux pressions des mouches de fruits. Et donc l'entreprise, elle met tout en place, elle achète les cartons, elle forme son personnel, et le jour de la campagne, on lui dit, tu ne peux pas faire de campagne parce que derrière, il y a aussi cette décision ministérielle là, auquel tu devrais te conformer. Cette décision ne fait pas partie du référentiel, ne fait pas partie du certificat auquel il veut s'attaquer, mais c'est une décision externe. Et donc, c'est de bien voir dans sa réflexion, c'est de bien voir dans les tendances, c'est de bien voir dans les données, et c'est de bien voir dans la réflexion quels sont les éléments externes qui vont impacter notre activité. Et en interne également, quels sont les éléments qui éventuellement impacteront notre activité. En trois, il y a élaborer un modèle de planification de scénario. Il s'agit généralement d'un modèle financier qui permet à l'entreprise d'introduire différentes hypothèses et d'en examiner les impacts. Donc, on décide de s'engager dans la certification Global Gap. Selon Global Gap, nous pouvons avoir deux options. Nous avons deux options clés. Donc, l'entreprise peut se dire que comme la mise en place du système de management va peut-être nous amener à appeler un consultant pour faire l'audit interne avec tous les coûts que cela pourrait comporter. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans un premier temps, comme nous avons une seule exploitation, nous engager à l'option 1 qui nous permet en interne de gérer tout ce système sans forcément faire appel à des compétences externes. Et donc, derrière, ce sont des planifications qui sont faites en interne par l'entreprise. Et donc, derrière, en fonction de ce que nous décidons ou en fonction de nos stratégies mises en place, derrière, il y a aussi tout le volet économique, tout le volet financier qui va suivre. Et donc, en 4, il y a élaborer des scénarios. Élaborer des scénarios de base, des scénarios les plus pessimistes et des scénarios optimistes, ainsi que d'autres scénarios si nécessaire. Donc, on peut se mettre dans la situation où on fait tout ça et puis on n'a pas de marché. On fait la certification, c'est vrai, la certification peut nous coûter peut-être des millions, on décide d'y aller sans forcément avoir un marché. Et on se dit qu'avec le certificat, on pourra chercher des marchés. Avec le certificat, c'est sûr qu'on aura un client. Et on fait tous ces investissements et à la fin, on se rend compte qu'il n'y a pas de marché. Et donc, quand tu te mets dans ce scénario, déjà, tu sais de voir, est-ce que l'argent qu'on investit pour faire la certification, sans marché ou sans client européen ou sans ce que nous visons, est-ce que cet argent-là pourrait être amorti, cet argent-là pourrait être supporté par l'entreprise? Est-ce que cet argent ne pourrait pas être une cause de faillite à l'arrière? Donc, derrière, l'entreprise va élaborer des scénarios possibles qui lui permettent à la fin d'adopter le scénario qui puisse lui permettre de faire un bon investissement et qui puisse lui permettre également d'être viable. Donc, évaluer les scénarios. Lorsque vous vous mettez dans différents scénarios, il faut pouvoir les évaluer. Analyser l'impact potentiel de chaque scénario et ensuite planifier en conséquence. Et donc, sur la base de ce que vous aurez décidé, sur la base des différents scénarios planifiés, quel est celui qui vous sied le plus? Quel est celui qui vous permettra d'être viable? Quel est celui qui vous permettra de ne pas vous mettre en danger économiquement? Donc, planifier en conséquence. Utiliser les scénarios élaborés dans le cadre de la planification en évaluant les risques et les bénéfices les plus probables. Donc, pourquoi effectuer une analyse de scénario?
L'analyse de scénario aide les entreprises à planifier l'avenir en analysant l'impact commercial d'éventuels potentiels, d'événements potentiels et de décisions stratégiques. L'analyse de scénario est utile pour les entreprises de toute taille et peut être utilisée pour analyser une grande variété de situations, y compris l'introduction de nouveaux produits ou de processus tels que la certification. Quand vous voulez vous engager dans une certification, il est intéressant de vous mettre dans plusieurs scénarios. Et, donc, et surtout en situation agricole, c'est clair qu'il y a beaucoup de scénarios pour l'entreprise en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous avez comme ressources. Vous pouvez décider, quand vous prenez le cas de Global Gap, vous pouvez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Quel est le nombre de producteurs? Quel est le nombre de producteurs? Quel est le nombre de groupements qui va avec moi sur cette certification? Vous pouvez vous décider d'aller juste avec votre production. Est-ce que ma production me permet de couvrir les exigences en termes de volume du client ou est-ce que je m'associe avec des producteurs? Si je dois m'associer avec des producteurs, quels sont les types de producteurs avec lesquels je pars? Je les aide à se mettre en coopérative. Donc, c'est vraiment des... Et lorsque je les mets en coopérative, derrière, vous essayez de voir le scénario qui va avec. Quand vous décidez, peut-être les 2 premières années, vous pouvez décider d'aller avec votre propre production. Vous faites le scénario et vous décidez d'aller, de voir ce qui vous sied le plus. Et donc, derrière les scénarios dans une entreprise permettent à l'entreprise également de prendre de très bonnes décisions et d'ajuster sa stratégie de fonctionnement. Les analyses de scénarios considèrent généralement trois types de scénarios. Nous avons le scénario de base, également connu sous le nom de scénario de référence. Elle est basée sur des hypothèses actuelles et communément admises. Et donc, dans le cas de vos scénarios, il y a le scénario de base qui fait, je choisis ma production où je vais avec le groupement. Quand on fait le budget, ça colle. Quand on voit les charges liées à la certification, c'est OK. On va à la certification. Derrière, on ne se met pas trop en danger. On a le marché qui est là. Et quand tu finis de faire tous tes calculs, c'est OK. Donc, tu te dis, bon, ça pourrait être le meilleur scénario. Ou c'est le scénario de base, le scénario qui nous sied. On est dans des situations où on a les scénarios les plus défavorables. Il s'agit de la situation la plus extrême, négative, susceptible de se produire si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Elle est basée sur l'ensemble des hypothèses les plus négatives. Donc, bon, on s'engage dans la certification et on se prend des non-conformités majeures qui éventuellement pourraient nous traîner ou traîner alors que le client décide que son premier conteneur, peut-être la campagne de la mangue ici, que je connais bien, qui se fait en un mois. Donc, nous commençons une certification en début de campagne en espérant que les 2 premières semaines, on ait notre certificat pour pouvoir vendre. Et malheureusement, on tombe sur des non-conformités majeures dont la levée nous prend carrément des mois. Et on fait une campagne sans certificat, on fait une campagne sans exporter. C'est un exemple parmi tant d'autres scénarios qui pourraient être extrêmement défavorables. On pourrait aussi, dans des cas où le scénario est le plus favorable, il s'agit du scénario prévisionnel le plus favorable pour atteindre les buts et objectifs de l'entreprise. Et donc là, nous nous trouvons dans un scénario où l'entreprise, après ces différents calculs, après ces différents schémas, après la stratégie mise en place, se rend compte qu'à la fin, tout se passe très bien, très très bien d'ailleurs. On constate qu'avec cette façon de fonctionner, tout va se dérouler comme elle le souhaite, très bien se dérouler d'ailleurs. On a le scénario à cas multiple. Ceci est à prendre en considération dans des situations particulières où une entreprise peut envisager de nombreux scénarios différents, chacun utilisant un ensemble d'hypothèses différentes. On peut, par exemple, se dire que, bon, on fait de la mangue, on fait de l'ananas, on fait de la noix de coco. Et donc, ici, vous mettez sur la table plusieurs produits avec éventuellement des spécificités par produit. Vous pouvez vous engager sur plusieurs référentiels avec des spécificités par référentiel. Et donc,
avec des scénarios particuliers. Et donc là, vous serez obligé de mettre en place plusieurs schémas, plusieurs hypothèses qui vont à la fin vous permettre soit d'abandonner certains ou de privilégier ou de prioriser certaines. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Parce que tout est silencieux. Comme on le dit, quand c'est silencieux, il y a deux cas. Soit qu'on a compris ou on n'a pas compris. On continue? Oui, ça va. D'accord. Oui, on continue. Donc, quelle analyse du scénario? Session en petit groupe. Mais là, est-ce qu'on pourra le faire en petit groupe? Vu que nous sommes déjà en petit groupe. Vous disposez de 10 minutes pour discuter au sein de vos groupes et lister autant de réponses que possible à la question. Voilà, on va le faire sans petit groupe, on va le faire en même temps, c'est instant. Quelles sont les certifications que vous souhaiteriez obtenir en tant qu'entreprise horticole et pourquoi? Vous êtes une entreprise horticole. Selon vous, quels sont les certificats que vous souhaitez obtenir? Sybille? Moi, Oui. Tu mets dans la peau d'une entreprise horticole. bon, en tant qu'une entreprise horticole, bon, peut-être le certificat, peut-être que j'aurais souhaité, dépendra du marché sur lequel je voudrais aller intervenir. D'accord. Alors, si par exemple c'est le marché de l'Union européenne, ça, je vois le certificat bio ou le certificat Global Gap. Parce que, bon, dans ces localités, la question, par exemple, de l'innocuité des aliments ou des produits est vraiment une référence pour eux. Et aussi, c'est un élément commercial, donc, pour la localité. Voilà, donc je choisirais donc le certificat bio pour aller sur le marché. Donc, pour dire que tout dépend du marché sur lequel je voudrais donc investir. D'accord. Donc là, on va prendre le certificat bio alors pour Sybille. Oui, certificat bio. D'accord. Aliou et toi? Nous avons perdu Aliou. Ouais, Nelly, et toi, Nelly? Si je suis une entreprise, je me mets en place d'une entreprise horticole, j'aimerais un certificat, le Global Gap, avec Le les bonnes Global Gap. pratiques. Oui, puisque beaucoup disons, les consommateurs aimeraient savoir comment le produit est fait et si la qualité si c'est d'une bonne qualité. Comme ça, je dois me mettre en place pour prendre un certificat Global Gap. D'accord. Donc, on s'est dit que, comme Sybille le disait, il va voir le marché. Et également Nelly. Naturellement, nous allons voir le marché, nous allons voir les demandes de nos différents clients, nous allons regarder le cahier de charges du client, ainsi de suite. Et de plus en plus, pour les productions horticoles, c'est beaucoup plus les bonnes pratiques agricoles, c'est de voir est-ce que le fruit qui vient respecte un certain nombre de sécurité. Oui, Aliou? Oui, désolé. Mhm. Pas vraiment prochain de parler. Mais moi, je pense que je dois laisser la question à nos entreprises horticoles qui sont sur place ou bien, même s'ils ont une petite idée là-dessus, mais à votre avis, il y a des gens ici qui sont dans une entreprise horticole, n'est-ce pas, qui dirigent des entreprises horticoles? Aujourd'hui, pour cette question, nous sommes tous dans des entreprises horticoles. D'accord. Dans ce cas, eh bien, euh, le choix dépend généralement du marché, comme on l'a dit au début d'ailleurs de cette formation. Ça dépend du marché. Moi, je peux décider pour l'entreprise de faire le BRC. Ceci étant dit, il faut que l'entreprise soit disposée à vouloir distribuer son produit dans le marché britannique. Autrement dit, s'il voulait commercialiser son produit, par exemple, en Allemagne, Mhm. le BRC ne serait pas pertinent, C'est n'est-ce ça. pas?
Voilà, Effectivement. donc il y a le BRC, il y a l'IFS, il y a le Global Gap, il y a le Fair Trade aussi pour certains par rapport au commerce équitable, etc. Il y a ISO 9001 qui est assez universel quand même et ISO 22000 aussi pour les entreprises horticoles. Voilà, donc tout dépend du marché et de la demande des clients concernés. D'accord. Donc, ici, il y a la notion de marché, il y a la notion du client, et ainsi de suite. OK. Et pour la deuxième question, c'est quelles sont les hypothèses possibles que vous ferez avant d'investir dans la certification et pourquoi ces hypothèses? Pour l'agriculture biologique sibérienne, quelles sont les hypothèses possibles? Euh, Alors, pour la question de l'agriculture biologique, une des premières hypothèses, c'est la disponibilité des intrants, des intrants, des intrants et des fertilisants acceptés par l'agriculture biologique. C'est ça, justement. Donc, ça, c'est un élément très important. Deuxièmement, c'est la, la demande par rapport à une demande importante par rapport aux produits qui seront issus de l'agriculture biologique. Parce que tous ces éléments, si on s'investit dans ces types de cadres de l'agriculture biologique et que on n'arrive pas à écouler le produit, la rentabilité donc de l'activité sera vraiment très faible et la survie de l'activité aussi en dépendra. Donc, voilà peut-être les deux hypothèses que je pourrais poser pour le moment. D'accord. Parce qu'avec l'agriculture biologique derrière, il y a la disponibilité des fertilisants, la disponibilité des produits phyto, bio, Oui, et aussi le coût. le coût, oui, oui, il y a Voilà, ça derrière, il y aussi. a le coût. Et puis même au-delà, il y a également les, les questions liées au sol. Oui, Voilà, les questions liées au sol. Et de plus en plus, on va vous parler d'attendre les 3 années. À partir de 2025, il semble que ça deviendra une exigence maintenant. Les questions de reconversion, ainsi de suite. oui. Et pour Global Gap, Nelly, les hypothèses possibles au niveau de Global Gap? Je n'ai pas trop bien compris la notion d'hypothèse. C'est vrai que c'était pas trop. L'entreprise décide de s'engager dans la certification Global Gap. Oui. Ouais. Oui. On dit quelles sont les hypothèses possibles que vous feriez avant d'investir dans la certification? Et pourquoi ces hypothèses? Tu reçois le courrier de ton client, dit bon, je veux la certification Global Gap. Et donc, Nelly, on a besoin de la certification Global Gap pour la campagne prochaine. Par hypothèse, en tant que cas de figure, quels sont les cas de figure économiquement possibles? Ok, je dois d'abord regarder mes infrastructures, si j'ai les infrastructures adaptées. Je ne sais pas si ça peut être une hypothèse. Oui, où je dois reconstruire et si j'ai le financement nécessaire D'accord. pour le faire. Oui. Je dois aussi regarder. Aussi, au niveau de Global Gap, tu vas regarder. Que dit Global Gap? Global Gap te donne la possibilité soit d'aller en groupement ou bien d'aller en individuel, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu pourras te dire, bon, et si je pars en individuel, derrière, quelle sera la stratégie? En individuel, là, tu pars seul, tu ne pars pas avec d'autres producteurs. Est-ce qu'en allant seul, mon bilan matière sera atteint? Ouais. Oui. Est-ce que le volume demandé par le client sera respecté en allant seul? Donc, tu vois que derrière, il y a ces questions-là derrière qui vont... Tu vas prendre un cas de figure et derrière ce cas de figure, tu vas essayer de voir toute la faisabilité qui va avec. OK.
Donc, nous allons évoquer un peu certaines notions, à savoir les notions de risque et les notions d'incertitude. Si le risque est le résultat d'une action entreprise ou non, dans une situation donnée, qui peut se traduire par une perte ou un gain. Donc ici, on verra si cette démarche adoptée là nous conduira à gagner de l'argent ou à perdre de l'argent. Il s'agit d'un risque, d'une perte ou d'une exposition à un danger résultant des facteurs internes ou externes. Il peut être minimisé par des mesures préventives. Et donc, derrière, dans le cadre de notre travail, nous allons faire une évaluation des risques. Et derrière, nous allons placer des mesures préventives, naturellement, pour pouvoir éviter un certain nombre de dangers. Décrire une situation dans laquelle il y a un risque de perte ou de danger. Les probabilités cibles peuvent être identifiées pour les résultats possibles et quantifiés. Donc, on va se dire, bon, en allant en option 1, peut-être que tu peux faire un volume de 100 et bon, tu te dis quand même que je pars quand même en option 1 et le client dans votre transaction te demande un volume plus élevé que ce que tu peux faire. Étant déjà certifié, il est difficile pour toi de retourner, reprendre la certification, ainsi de suite. Tu seras obligé d'attendre le renouvellement. Il y a aussi des transactions dans lesquelles tu pourrais sortir perdant ou pour lesquelles tu sais qu'en investissant, tu peux perdre de l'argent ou en gagner. Ce qui est différent de l'incertitude qui se décrit généralement comme absence de certitude, l'incertitude qui se définit comme l'absence de certitude ou quelque chose qui n'est pas connu, se référer à une situation où il existe plusieurs alternatives aboutissant à un résultat spécifique, mais où la probabilité du résultat n'est pas certaine. Cette situation est due à un manque d'information ou de connaissances sur la situation actuelle. Ici, on va peut-être prendre le cas du COVID. La survenue du COVID au niveau du milieu horticole a créé beaucoup de dommages pour lesquels on n'avait pas d'action préventive préalable. On pourrait avoir les cas d'inondation, par exemple, où on ne pourrait pas chiffrer au préalable les dégâts qui pourraient être causés, comme les feux de brousse ou les feux dans la plantation. En fait, ce sont des cas pour lesquels au préalable, on ne pourrait pas dire voici ce que je perds ou voici ce que je gagne. Ils ont des résultats incertains, ne peut être mesuré en termes quantitatifs à l'aide des modèles antérieurs. Par conséquent, les probabilités ne peuvent pas être appliquées aux résultats potentiels. Aliou, tu as levé la main? Oui, oui, j'ai levé la main. En Vas-y. fait, oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, donc, alors, j'ai eu une question tout à l'heure quand vous disiez que dans le cas d'incendie ou d'un feu de brousse, par exemple, est-ce qu'il était possible de prédire ce genre d'événement-là pour l'entreprise? N'est-ce pas? C'était ça que vous avez dit. C'est ça. Moi, me- alors, ça dépend de quel genre d'analyse de risque dans lequel nous voulons faire, ce que nous voulons faire. Mais je pense que c'est possible, en fait, parce que quelque part, est-ce que l'analyse de risque ne doit pas être basée sur l'historique, en fait, des événements, pas seulement sur ce qui se passe actuellement et ce qui va venir après, mais si se trouve que dans l'endroit ou dans la zone concernée, par le passé, des incendies ont été constatés ou des feux de brousse ont été enregistrés une ou deux fois ou plusieurs fois, par exemple, peut-être que ça devrait être tenu en compte dans le cadre de l'analyse des risques. Et quand cela est fait, il faut aussi prévoir au cas où ça va se produire, parce qu'il y a c'est des forces majeures. On peut pas, l'entreprise à elle seule ne peut pas mettre en place des dispositions pour empêcher un feu de brousse, par exemple. Même s'il il va essayer de poser des actes, mais ça ne peut pas suffire. Mais si toutefois ça se produit, quelle action va permettre d'atténuer
ce risque-là, en fait, lorsqu'il va, il va se réaliser. Donc, peut-être ça, c'est des choses que l'entreprise doit préparer à l'avance, à mon avis, ou bien? En fait, effectivement, dans l'analyse de risque, l'entreprise va planifier toute une mesure de prévention. Elle va planifier toute une mesure de prévention, naturellement, comme tu l'as dit, sur l'historique, sur ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Mais ici, au niveau de l'impact, l'impact peut pas être quantifié, en fait. Si le risque, c'est vrai, elle va planifier, mais si le risque, si un cas d'incertitude survient, il est difficile de dire que j'ai perdu peut-être, je vais perdre peut-être 1 hectare sur les 10 hectares que j'ai. En fait, je parle plus en termes d'impact. Sinon, pour l'évaluation des risques, c'est clair qu'elle va prendre en compte tous les risques possibles. Mais au niveau de l'incertitude ici, c'est au niveau de l'impact. Concrètement, si le risque, ou bien si cette incertitude survient, en termes de comment chiffrer en fait le dégât, comment chiffrer l'impact en fait. Sinon, pour l'évaluation des risques, naturellement, l'entreprise va mettre en place toutes les mesures préventives possibles, humaines, afin que tous ces risques-là ne surviennent pas. C'est bon? Je pense que c'est bon. Oui, oui, Donc ici, risque et... Oui, oui. Aliou, tu parlais? D'accord. Donc, on va continuer. Risque et incertitude. Ici, en termes de risque, on pourrait parler de définir comme la situation de danger ou de perdre quelque chose d'important, peut être mesuré et quantifié grâce à des modèles théoriques. Les résultats potentiels sont connus, peut être contrôlé si des mesures appropriées sont prises pour les contrôler, peut être minimisé en prenant les précautions nécessaires. Des probabilités peuvent être attribuées à un ensemble de circonstances. Dans le cas de l'incertitude, un état dans lequel il n'y a aucune connaissance des événements futurs, on ne peut pas prédire avec exactitude s'il peut survenir ou pas. Il n'est pas possible de le mesurer en termes quantitatifs, car les événements futurs sont imprévisibles. Les résultats sont inconnus. Ils échappent au contrôle de la personne ou de l'entreprise, car l'avenir est incertain, ne peut être minimisé. Les probabilités ne peuvent pas être attribuées. Donc ici, en termes de survenue, en termes d'impact, au niveau du risque, il peut être maîtrisé. De l'autre côté, c'est tout le contraire. Le risque, dépendance excessive à l'égard d'un ou de plusieurs membres du personnel, obsolescence des actifs, marché limité, le vol, l'utilisation abusive des biens de l'entreprise, violation de la propriété intellectuelle de l'entreprise, inadéquation des compétences, augmentation des créances diffuses, versement de dividendes élevés aux administrateurs et tirages élevés, utilisation de produits chimiques non approuvés. Au niveau de l'incertitude, nous avons une catastrophe naturelle qui pourrait être des parasites, des inondations, des feux de forêt, l'effondrement de l'économie, on pourrait parler d'inflation ou de dévaluation que nous avons connu une année, avec tout son lot de dégâts que cela peut causer. Violence scolaire, par exemple les guerres. C'est vrai que nous allons mettre en place toutes les mesures préventives, mais en cas de guerre, vous voyez que on ne pourra pas maîtriser les dégâts, on ne pourra même pas chiffrer en fait les dégâts préalables. Instabilité politique, par exemple coup d'État. Sanctions de la part des partenaires commerciaux internationaux. Si votre pays, on vous met sous embargo. Ici, la Côte d'Ivoire est en train de faire main et pieds dans le milieu de la mangue pour ne pas être sous embargo. Parce que nous avons la mouche des fruits qui sont des organismes de quarantaine
qui ne sont pas acceptés sur le marché de l'Union européenne, malheureusement, qui constituent l'une des grosses menaces dans le milieu de la mangue, avec des interceptions à l'arrivée. Et donc, à plusieurs reprises, il y a eu des alertes auprès des différents clients. L'évolution des préférences des consommateurs. Vous pouvez faire un produit qui jadis était préféré par les clients et à la dernière minute, les clients se retournent vers d'autres produits. Changement dans les politiques réglementaires, au niveau réglementaire, à la dernière minute où le pays peut mettre en place des règlements qui ne sont peut-être pas favorables à votre activité. L'heure du décès, je ne vais pas planifier avec exactitude l'heure du décès. À votre avis, à quel niveau les risques climatiques peuvent-ils impacter une entreprise agricole ou agroalimentaire? C'est une réflexion pour tous. Aliou, tu as une idée? Oui, alors, est-ce que vous savez? C'est une réflexion pour tous. À quel niveau les risques climatiques peuvent-ils impacter une entreprise agricole ou agroalimentaire? Alors, beaucoup même, c'est-à-dire, je dois quantifier le risque, je dirais, à des risques très élevés même, surtout pour des activités qui dépendent entièrement des évolutions climatiques, comme par exemple ceux qui font de la production agricole en se basant sur la pluviométrie, en fait. Ça, eux, ils sont exposés à des niveaux de risque très élevés parce que si normalement le nombre de millimètres d'eau ou le nombre de mètres cubes à obtenir en termes d'eau n'a pas été acquise, donc forcément la production va être entièrement impactée. On va se retrouver à un taux de rendement très faible parce que dans la production agricole, tout est à calculer en fait. Nous ne sommes plus dans cette agriculture traditionnelle, c'est une entreprise. C'est pas que moi et mes parents, on produit, à la fin de l'année, on récolte ce qu'on a comme récolte, on sait que c'est ce que le bon Dieu a donné. Donc là, c'est une entreprise qui produit, donc il doit tout calculer. Il y a un rendement à attendre à la fin. Si je dois me baser sur la pluie, si la pluie ne vient pas régulièrement ou ça vient plus abondamment que prévu, forcément, la production va être trop impactée. On va se retrouver avec un rendement très faible, quitte à vraiment à produire des pertes. Donc, je pense que le risque il est très élevé pour les entreprises agricoles. D'accord. Donc, ici, nous avons un risque très élevé, comme tu l'as dit, qui pourrait impacter le rendement. Et derrière le rendement qui pourrait impacter toute la production. Et donc, derrière, la fonction de production elle-même pourrait être impactée par la fourniture de la matière première. Sibiri, autre commentaire? Ok, je vais aussi dans le sens de ce que Aliou a dit, mais en se basant peut-être sur la continuité de l'impact sur les industries agroalimentaires. Parce que ces problèmes de changement climatique vont causer, par exemple, si la production n'est pas bonne au niveau des champs, la disponibilité de la matière première sera... Aliou, ton micro. Ok, je disais donc que si la production n'est pas bonne, au niveau donc industrie, la disponibilité de la matière première sera très difficile parce que ça ne pourrait pas avoir de la matière première suffisamment pour faire de la production. Et si la matière première n'est pas disponible, alors les quotas pour la production et puis pour les offres ne seront pas atteints. Donc ça, c'est un élément qui va jouer négativement sur la rentabilité de l'entreprise. L'autre élément qui peut y arriver aussi, ça serait le coût élevé donc de la production parce que la matière première va coûter plus cher vu que ce n'est pas disponible en quantité suffisante.
Donc, le coût de la matière première sera très, très, très élevé et rendra difficile maintenant le travail au niveau donc, des industries agroalimentaires. Donc, voilà ce que je peux donner comme commentaire aussi. Donc, derrière, ça peut bloquer tout le processus de production, tout le Ouais, processus de transformation, de transformation. toute la chaîne de valeur. D'accord, Nelly? Un commentaire? Nelly, tu es avec nous? D'accord. Canon, un commentaire? D'accord, merci. Bonjour tout le monde. Et pour rejoindre tout ce que mes prédécesseurs ont dit, ce que je vais ajouter est que les risques climatiques, surtout quand il y a de fortes intempéries, des fois des tempêtes, tout ça, ça peut aussi endommager les cultures. Ça peut même endommager certaines installations au niveau de l'entreprise agroalimentaire. Donc, en fait, c'est vraiment euh, un risque très élevé quand même, sur toute la chaîne, en fait. Donc, nous convenons tous que c'est un des risques à prendre en compte dans une entreprise agroalimentaire parce que derrière, elle va conditionner le rendement, elle va conditionner la production, elle va conditionner la fonction de production, elle va conditionner même la transformation, elle va conditionner toute la chaîne de valeur. Maintenant, autre avis, c'est comment une entreprise agricole ou agroalimentaire peut-elle réduire le risque climatique sur son activité. Donc, comme Kanou avait la parole, je vais lui laisser la parole pour continuer. Donc, Kanou, comment une entreprise agricole ou agroalimentaire peut-elle réduire le risque climatique sur son activité, selon toi? Ok, d'accord. Euh, L'approche de solution que moi je peux donner par rapport à comment on peut réduire ces risques climatiques. D'abord, du côté de la production en entreprise horticole, il faut ne pas dépendre sur la pluie en fait. C'est-à-dire, il faut aller à mettre en place des installations qui te permettent de stocker l'eau pour ta production, c'est-à-dire un système d'irrigation indépendant de la pluie. Ça peut être un barrage, ça peut être un forage, et des puits, tout ça peut être fait afin de garantir au moins la production. Maintenant, d'autres, il y a d'autres facteurs aussi, parce qu'en dehors de l'eau, il peut y avoir d'autres choses. Euh, je ne sais pas, peut-être qui sont liés, je ne sais pas, à l'intensité de la lumière avec tout ça. D'autres vont jusqu'à, comment on appelle-t-on, à la pollution sous serre, en fait. Ça, c'est une dimension encore très élevée et qui nécessite encore beaucoup d'investissement. Donc, tous ces paramètres-là vont dans cette mesure pour pouvoir limiter au maximum les dégâts liés, comment appelle-t-on, aux aléas climatiques, en fait. C'est ce que je peux dire. D'accord. Merci, Kanou. Aliou? Oui, oui, alors vous me recevez? Oui, oui, bien. En fait, je voulais aller un peu dans le sens aussi de M. Kanou tout à l'heure. Il a dit quelque chose de très, très pertinent parce que, effectivement, ce n'est pas que la pluie qui peut être en question dans le cadre des risques en fait à identifier. Il y a aussi il a proposé, il est allé un peu plus loin quand même. Il a parlé du soleil et des cultures en serre. Effectivement. Alors, moi, je pense que même, il y a des productions qui peuvent même être faites à ciel ouvert, à l'air libre, mais c'est des cultures qui n'ont pas besoin d'une certaine intensité de soleil, par exemple. Par exemple, à des climats tempérés, même pas en serre, il y a des cultures qui peuvent beaucoup plus évoluer. Si moi, je vais faire ma production, je ne sais pas de quel légume, par exemple, dans une zone où, à une certaine période, le soleil est à un niveau très élevé, alors que cette culture-là n'est pas adaptée à ce genre de climat-là. C'est également à tenir en compte, même si la pluie est assez régulière. Donc, juste pour dire qu'en fait, les risques peuvent être énormes, au-delà même de la pluie
ou de la disponibilité de l'eau, etc. Il y a également d'autres facteurs à tenir en compte, comme par exemple des envahisseurs. Ça peut être des sauterelles, ça peut être d'une zone où c'est une zone très infectée, donc de nuisibles qui peuvent venir attaquer la culture. On peut également citer des cultures qui sont très, c'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, on assiste de plus en plus à des cultures d'OGM, des OGM. Il y a des zones qui sont complètement infestées avec une certaine semence. Si je mets ma culture à côté, il se pourrait que ça vienne impacter sur ma culture. C'est beaucoup de facteurs en fait climatiques qui sont énormes et qui sont parfois difficiles à contrôler. Donc, c'est important pour l'entreprise qui veut faire sa culture de savoir quels sont les éléments des éléments climatiques qui peuvent venir impacter là-dessus, au-delà de la pluie, du soleil et autres éléments qu'on peut connaître. D'accord. Donc, vous voyez que c'est un risque important que doit prendre en compte une entreprise agroalimentaire parce qu'elle va impacter véritablement sa survie. Nelly? Oui, Nelly, j'ai l'impression que tu n'es pas avec nous. non, je suis avec vous. D'accord, donc je vais d'abord passer la parole à Sibiri et puis je vais revenir vers toi. Donc, Sibiri, commentaire? Alors, peut-être pour le cas, en plus de ce que les autres ont dit, pour le cas, par exemple, des industries, au lieu de peut-être de se limiter à un seul produit, ils peuvent travailler sur plusieurs types de produits, voilà, pour réduire le risque climatique sur leur activité, de sorte. D'accord. Hmm. Parce que les différentes cultures n'ont pas forcément les mêmes exigences climatiques au niveau climatique. Voilà, c'est ça. D'accord, Nelly? Au moins, Nelly, on Aussi, peut t'entendre. je voulais ajouter aussi pour côté. D'accord, Sibiri, continue. Vas-y. Oui, je voulais ajouter aussi pour côté agricole, là aussi. On peut aussi réfléchir sur ce qu'est introduire des cultures de courte saison, voilà, qui ne vont pas demander beaucoup plus d'exigences en matière peut-être d'eau, de temps et autres. Donc, ça permettra aussi de pouvoir réduire les risques climatiques au niveau donc de l'activité agricole. D'accord. Nelly? Oui. Pour moi, je pars au niveau des protocoles. Je pense que je dois utiliser. Oui, on t'écoute. Oui, au niveau des horticoles, je pense pour lutter contre les trucs climatiques, les effets climatiques, je dois utiliser les semences améliorées et je dois planter beaucoup d'arbres parce qu'on a vraiment, vu que beaucoup de parcelles sont exposées, la chaleur et manque d'eau, les arbres pourront. Faire la promotion d'arbres en plus de la Oui, culture. oui. Se mettre dans une situation d'agroforesterie. Agroforesterie, ça veut dire je plante les arbres. Là, ça protège le sol. Là, n'importe quelle culture qui est plantée sur cette parcelle ne serait pas trop affectée par le changement climatique. Et aussi utiliser une semence un peu améliorée. D'accord. Les semences améliorées qui pourront faire face éventuellement aux risques climatiques. Oui, et les maladies. Les maladies, d'accord. Donc, vous voyez que ici, pour une entreprise agroalimentaire, le risque climatique est un élément à prendre en compte. Et donc, les uns et les autres, vous voyez que vous avez commencé à mettre en place les mesures préventives, toutes les mesures préventives possibles pour pouvoir lutter contre les possibles risques climatiques qui pourraient éventuellement se présenter dans votre culture. Claude? Oui. Oui, Claude? Allô? Oui, vas-y. D'accord. Donc, je voulais dire quelque chose par rapport aux différentes interventions. Déjà,
il y a une très bonne présentation du risque climatique, mais on a choisi ce type de risque parce que on va être de plus en plus soumis, même dans nos démarches d'explication, à ce risque. Il faut dire que le risque climatique, il peut se décomposer en deux sous-risques, on va dire ça comme ça. Il y a tout ce qui est lié à la transition économique, dont il y aura des éléments liés dû au climat qui font qu'il y ait des décisions d'ordre économique qui vont être prises. Et on va revenir là-dessus. Et puis, il y a tout ce qu'on va appeler, on parle de risques de transition qui sont liés aux évolutions de l'économie dues au changement climatique. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les risques physiques, ce que vous avez notamment énuméré, c'est-à-dire tout ce qui est lié vraiment à l'impact du changement climatique sur la nature, notamment on a la hausse de la température, par exemple, qui va être dans cette catégorie-là. Vous avez cité, on a les précipitations extrêmes, c'est-à-dire qu'il pleut plus que d'habitude, ce qui va endommager forcément, qui peut endommager certaines cultures. Pour des zones en bordure de mer, on va avoir l'élévation au niveau de la mer qui va entraîner, par exemple, des inondations. Et si vous avez une entreprise agroalimentaire qui est dans ces zones, vous voyez directement que une inondation peut entraîner des dommages sur les stocks de produits finis ou de matières qui sont là. Après, il y a aussi tout ce qui est ce qu'on appelle régulièrement stress hydrique, c'est-à-dire baisse du niveau d'eau pour ceux qui sont pour des cultures où on a un besoin d'irriguer et qu'on est à côté d'un cours d'eau. La baisse du niveau d'eau peut, jusqu'à peut-être la sécheresse, peut entraîner vraiment un ensemble de dommages. Après, il y a aussi les phénomènes climatiques extrêmes, hein. Donc, peut-être les ouragans, les cyclones, tout ce que vous voulez, les feux de brousse qui se déclenchent dus au changement climatique. Ça, c'est ce qu'on va catégoriser dans les risques physiques que vous avez très bien identifiés. Mais aussi, il faut se dire que les changements climatiques sont en train d'entraîner un ensemble de risques de transition qui sont liés au bouleversement économique. C'est-à-dire, il y aura par exemple la modification des comportements des consommateurs euh, qui peut être liée au marché, c'est-à-dire le marché évolué par rapport à des gens qui vont vous dire ils sont pour des besoins de climat, ils vont aller vers une agriculture responsable. La démarche bio, par exemple, c'est un exemple où ils vont te dire qu'ils vont aller vers de l'élevage non intensif, l'élevage naturel des poules, par exemple. On a vu ça en un moment où on revient à l'élevage naturel, on ne veut plus d'élevage industriel. Ça, c'est des éléments que le marché peut dicté du fait de vouloir lutter contre le changement climatique. On peut voir des consommateurs ne peuvent être d'accord vers l'agriculture intensive. Donc, il peut y avoir aussi des évolutions technologiques. Quelqu'un a parlé des cultures sur serre, par exemple. Ça peut aussi être des éléments qui vont influencer les préférences des consommateurs et qui, si vous allez, par exemple, sur un marché comme le marché bio, vous pouvez vous retrouver en compétition avec d'autres paramètres qui sont liés ou d'autres arguments marketing liés à l'introduction d'une technologie qui fait qu'on a rationalisé l'eau, on a rationalisé la lumière et d'autres éléments qui font qu'on a des cultures plus, on va dire, responsables, on va dire ça comme ça, qui vont entraîner aussi des perturbations économiques, peut-être chez des producteurs locaux. Ça peut être des éléments fortement liés à l'économie. Après, il y a aussi les réputations, hein. Il y a des entreprises qui, parce qu'ils ont utilisé X ou Y engrais ou qui travaillent, par exemple, vous avez dans le cas du cacao, par exemple, vous avez la question du travail des enfants qui est à l'ordre du jour quotidiennement dans le cacao ou aujourd'hui pour des pays, si vous êtes dans des zones où on exploite le cacao, il y a tous les multinationales qui font dans le cacao mettre un ensemble de mesures sur place pour lutter contre le travail des enfants dans les plantations parce que quelque part, ça entraîne, il y a un risque de réputation sur les marchés mondiaux qui ferait que leurs produits pourraient être boudés. Donc, il y a cet ensemble d'éléments qu'on pourrait catégoriser quand on parle de changement climatique, au-delà même de tout ce qu'on constate
sur le plan physique. Alors, comme vous l'avez dit, en termes de, comment on va dire ça, en termes de mesures pour réduire le risque climatique. La première mesure qui regroupe tout ce que vous avez dit, c'est déjà quand on fait, c'est pour ça qu'il y a les hypothèses qu'on parlait tout à l'heure, quand vous faites vos prévisions, c'est de, soit si vous avez la capacité, c'est de prendre en compte ces risques dans les investissements. C'est-à-dire que, voilà, pour pouvoir lutter contre la baisse du niveau d'eau, par exemple, il faut commencer à réfléchir sur des solutions alternatives d'irrigation de vos cultures. Il faut peut-être réfléchir sur la culture sous serre pour gérer les problèmes de température des plants. C'est aussi peut-être s'assurer d'avoir tous les fonds nécessaires. Si vous avez une bonne base de trésorerie pour pouvoir faire face à ces risques-là, c'est-à-dire qu'il faut avoir les liquidités disponibles au cas où le risque survienne, que vous puissiez réagir. Et ça peut aussi être pour une entreprise agroalimentaire, ça c'est pour une entreprise agroalimentaire plus. Ça peut être aussi la nécessité de diversifier ses fournisseurs et leurs zones d'implantation. Parce que les risques climatiques, parfois, comme vous l'avez dit, il y a l'effet de contagion. C'est-à-dire qu'on peut avoir un risque dans une région précise, mais du fait peut-être, imaginez qu'il y ait une inondation et qu'on n'ait plus assez de matières premières. Si vous faites de la transformation, je sais pas, de la tomate, il y a une inondation qui fasse qu'il n'y ait plus assez de tomates sur le marché. Peu importe où vous vous situez, par effet de contagion, parce qu'il y a rareté de la matière première, votre entreprise de transformation va être naturellement impactée. Donc, d'où la nécessité parfois de diversifier ses sources d'approvisionnement. Non? Il peut aussi avoir une nécessité de prendre des polices d'assurance hein, sur certains équipements clés. Par exemple, assurer son stock de produits finis. Ça peut être une solution totalement envisageable pour faire face à des inondations. Là, on a mis le sujet sur la table parce que quand même en Côte d'Ivoire, là, on a des pluies qui sont régulières et qui entraînent des inondations. Donc, vous voyez, pour un commerce, une échoppe, qui se fait, qui voit sa surface être inondée, c'est des pertes sèches. Donc, l'assurance, les solutions d'assurance aussi peuvent être des solutions pour pouvoir se prémunir de ces risques-là. Maintenant, en termes de comment est-ce que les risques climatiques peuvent impacter une entreprise, comme vous l'avez dit, naturellement, il y a sa rentabilité parce que s'il n'y a pas de rendement euh, au niveau technique, c'est-à-dire avec au niveau de la production, naturellement, la rentabilité va être impactée. Et s'il n'y a pas de rendement au niveau de l'entreprise agricole qui est fournisseur d'entreprises agroalimentaires, vous comprenez que les coûts vont augmenter dans l'entreprise agroalimentaire. Et si elle n'a pas la capacité à répercuter pardon, ce coût sur son prix de vente, ça suppose donc que ses marges à elle aussi vont baisser. Donc ça sera un premier axe. La rentabilité sera un premier impact. Oui, allô? Allô? Je vois la main levée. D'accord. Donc, je suppose que c'est même. Après, il y a aussi la valeur d'entreprise. C'est que du fait des risques climatiques, il y a un impact sur la valeur des entreprises et sur la valeur de ses actifs. Euh, une zone qui, vous avez implanté votre entreprise dans une certaine zone jadis qui était fortement prisée du fait du changement climatique qui fait, si vous étiez à proximité d'un cours d'eau, par exemple, ça devait être, c'était un élément stratégique et du coup, ça faisait que votre superficie, votre exploitation avait une certaine valeur. Du fait de la réduction ou de l'achèvement de ce cours d'eau, votre terre agricole peut complètement perdre de valeur parce que, en fait, ce qui donne la valeur à votre exploitation agricole, c'était sa position par rapport à ce cours d'eau-là. Donc, ça peut être aussi un élément qui peut être affecté. Si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup d'inondations et que vous avez un bien immobilier, que vous louez un entrepôt de stockage à une entreprise et que du fait des risques climatiques, il y a beaucoup d'inondations, cet espace-là, vous voyez que même s'il était prisé, à un certain moment, va perdre de sa valeur et ne va plus être prisé sur le marché. Et après, bon, le dernier point, c'est sur la position, comme vous avez dit.
Donc, voilà un peu ce que je pourrais ajouter sur tout ce que vous avez dit concernant le risque climatique. Et il faut voir que c'est d'actualité parce que le risque climatique a cela de particulier que ce n'est pas prévisible. Donc, on ne peut pas, c'est tellement aléatoire et plus que il faut plus avoir des politiques de réaction. Et pour le risque climatique, ça sera peut-être, on a vu les impacts du Covid, par exemple. Le risque climatique va probablement engendrer beaucoup d'autres crises comme celle du Covid dans le plan agricole parce qu'il faudra à chaque fois trouver des mesures pour pouvoir mitiger tous les effets qu'il y a. Par exemple, la réduction des déplacements dans le cas du Covid a posé beaucoup de problèmes à certaines exploitations. Et le fait que c'était brusque et qu'on n'avait pas d'éléments de réponse faisait qu'il y a eu un besoin de faire ce qu'on a appelé tout à l'heure la transition. Et cette transition n'étant pas préparée, des entreprises en ont pris de plein fouet. Donc, aujourd'hui, en tant qu'expert aussi, on doit pouvoir être quand même sensibilisé à ce risque, comme vous avez dit, ce qui est très élevé pour les entreprises agricoles et agroalimentaires. On doit, dans nos planifications, quand même essayer de voir ou de prendre en compte, voir s'il y a des éléments euh, ou des signaux faibles qui pouvaient permettre d'alerter les entreprises sur ce type de risque-là. Donc, voilà ce que je pourrais ajouter sur tout ce que vous avez dit. D'accord, merci Claude. On devrait faire l'exercice 3. Il nous reste 30 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On finit plutôt par faire l'exercice individuellement pour la prochaine fois. D'accord. Commentaires, questions? Oui, un commentaire, une question? Nous nous sommes fait la promesse de corriger l'exercice 3 et le 4 le mardi, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui. On est